l'Alaska à la Terre de Feu, de Singapour à Ouessant, la plupart des côtes civilisées sont bien éclairées. Si la protection des côtes françaises reste, avec ses 750 feux, l'une des premières du monde, on le doit sans doute à Augustin Fresnel, physicien de génie, ingénieur du pavé de Paris. Fresnel, un des premiers organisateurs du service des phares et balises, est l'inventeur de la lentille à échelon, dont les profils sont calculés pour que les rayons émanant du foyer forment des faisceaux parallèles. D'abord polygonaux, faute de tours convenables, ces échelons furent ensuite taillés en cercles, formant de véritables anneaux dioptriques. Avant l'invention des lentilles, on avait déjà eu l'idée, au XVIIIe siècle, d'utiliser des réflecteurs en métal, sphériques, puis paraboliques, de façon à concentrer les rayons émis par une source lumineuse. Un système d'horlogerie faisait tourner les faisceaux de manière à balayer ou à éclairer à peu près uniformément l'horizon. Voici un des premiers appareils à panneaux de cristal muni d'un roulement sur galet. Ici, on a cherché à récupérer les rayons marginaux par des miroirs placés au-dessus et au-dessous des panneaux dioptriques. Aujourd'hui, ce sont les anneaux catadioptriques, formés par des prismes à réflexion totale, placés à la suite des anneaux dioptriques, qui jouent ce rôle. Les anciens appareils roulant lentement sur galet, il fallait, pour obtenir un rythme d'éclat normal, multiplier les panneaux dont chacun n'embrassait qu'un flux lumineux faible. Dans les appareils modernes, le nombre des panneaux peut être réduit et l'intensité augmentée en proportion. Une rotation rapide est un effet rendu possible par l'invention de la flottaison de l'appareil sur du mercure. À côté des feux à éclat, les feux à occultation, où l'optique est fixe et où un écran tournant produit les éclipses. Depuis la lampe à huile primitive à mèche plate, les sources lumineuses utilisées ont été à maintes reprises perfectionnées. Lampe à pétrole à courant d'air, lampe à mèches multiples, vapeur de pétrole, gaz spécial à flamme nue ou à incandescence, apte à produire automatiquement des occultations par soulèvement et abaissement alternatif d'une membrane de cuivre. Enfin, l'arc et l'incandescence électrique. En dehors du service central établi à Paris, au dépôt des phares, où est installé le musée, dont nous venons de voir quelques pièces, le service des phares et balises comporte, le long des côtes françaises, maints établissements régionaux. Voici le parc de balisage du Havre. Par balisage, on doit entendre l'ensemble des marques fixes ou flottantes servant de repère à la navigation. En effet, en dehors des feux, il existe des bouées non lumineuses, des tourelles sans feu, des balises proprement dites, tiges de bois ou de fer portant un voyant, et les amers. Il existe en France 456 feux sans gardien, dont 223 bouées lumineuses. La capacité de ces bouées va de 4 mètres cubes à 26 mètres cubes. Ces dernières élèvent leur feu à une dizaine de mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Les flotteurs des bouées sont généralement des réservoirs pour le gaz qui alimente la source lumineuse. On distingue les feux d'horizon et les feux de direction, où le flux lumineux est concentré dans un secteur donné. Les bouées sont des feux d'horizon, souvent fixes, mais parfois à occultation. Les mouvements d'une bouée sur une mer agitée posent des problèmes complexes. Le courant et la houle, surtout s'il se produit des phénomènes de résonance dans les oscillations, risquent d'entraîner la rupture de la chaîne. Il faut choisir pour celle-ci un calibre, un fractionnement et une longueur correspondant à la forme de la bouée et aux caractéristiques de la mer. Sur certains points où il n'est pas possible d'établir un phare et dont l'importance pour la navigation est telle qu'une simple bouée y est insuffisante, on emploie des bateaux-feux. Là aussi, le problème des oscillations est capital, non seulement pour le confort des gardiens, mais parce qu'une stabilité relative est nécessaire aux feux à éclat dont sont souvent munis ces bateaux. Les bateaux-feux modernes, comme celui du Havre, sont spécialement étudiés pour n'avoir qu'un roulis et un tangage amorti, sans synchronisme avec la houle. Les bancs de Flandre sont un exemple caractéristique de ces côtes où la nature des fonds
absence de sol dur et de points d'appui émergents, rend impossible la construction d'un phare. Dans la série des bateaux-feux du Nord, le Dick est l'un des plus anciens. Les optiques des bateaux-feux sont montées sur un système d'articulation à la cardan avec masse pendulaire composée qui les rendent pratiquement indépendantes du roulis. Les bateaux-feux sont munis de signaux sonores, sirènes ou diaphones. Certains comportent également des avertisseurs sonores par vibrateur sous-marin à plaques vibrantes électriquement. Le feu de Valde non gardé, dont la lanterne est supportée par un échafaud hexagonal en fer qui remplace la tourelle maçonnée habituelle. Le développement de la signalisation lumineuse sur les côtes métropolitaines est arrivé à un point tel que l'on ne prévoit guère la construction de nouveaux phares. Une des dernières constructions est celle de la tour de phare et de signaux sur le musoir de la jetée ouest de Dunkerque. Son feu complète, sur l'ouvrage d'accès même, le grand phare de Dunkerque, dont la tour domine le sol de 75 mètres. Le phare de Calais, construit en 1883, a remplacé un vieux phare dont la tour se dressait curieusement comme un beffroi dans la ville. Le phare de Grinet est situé sur le cap du même nom. Il forme groupe avec un sémaphore et divers bâtiments. Son optique est double. La source lumineuse est ici formée de deux arcs électriques. Le changement de régulateur nécessité par l'usure des charbons s'accomplit très rapidement au moyen d'un chariot. La puissance lumineuse, variable suivant l'état de l'atmosphère, est de 20 millions à 30 millions de bougies. Avec ses 3 millions de bougies, succédant à 400 000, le phare du Cap de la Hye commande de sa grande optique double l'entrée de Dieppe. Planté sur une falaise à pic, antifère. C'est par le rythme des éclats que le navigateur reconnaît un phare. L'éclat d'antifère se répète toutes les 20 secondes. Il est produit par une optique à 6 panneaux. Elle détient le record des grandes distances focales utilisées en France, 1,33 m. La source lumineuse est ici une énorme ampoule à incandescence électrique de 6 kW. La Hève, comme antifère, signale les abords du Havre, de ses deux tours jumelles. L'un et l'autre marquent deux changements de direction de la ligne des falaises. Les emplacements et les caractéristiques des feux doivent être déterminés par le rôle qu'ils ont à jouer dans l'éclairage des côtes. On a admis pendant longtemps qu'un vaisseau suivant la côte devait, lorsqu'il perd de vue un phare dont il s'éloigne, voir celui dont il se rapproche. On a reconnu depuis que l'objectif principal est de faciliter l'atterrissage sur les points où il doit se pratiquer et de signaler spécialement les routes habituellement suivies par la navigation maritime. C'est le nombre des navires entrant à Marseille qui fait l'importance de Planier. Planier a remplacé un ancien phare construit sur une tour génoise. Sur l'îlot de Planier, les gardiens vivent avec leur famille. La tour de Planier a 62 mètres de hauteur. La hauteur d'un phare détermine sa portée géographique, mais la portée réelle dépend évidemment de l'état de l'atmosphère. Sous le ciel de Méditerranée, la portée de Planier est la plus forte, 37 000 en moyenne, alors que certains phares du Nord ou de Bretagne, plus élevés et aussi puissants, mais baignés d'une atmosphère plus brumeuse, ont une portée moyenne inférieure. C'est également un nœud important des grandes routes maritimes que le détroit de Bonifacio, entre la Corse et la Sardaigne. Il est signalé en terre française par le phare de Pertusato, dont le foyer, s'il est seulement à 16 mètres au-dessus du sol, domine de 100 mètres le niveau de la mer. Les falaises et les écueils de Bonifacio sont redoutables. Près du petit feu de l'île de Lavezzi, un double cimetière témoigne de ce danger. C'est ici que reposent les naufragés de la Sémillante, souvenir des transports en Crimée.
Sur les îles Sanguinaires, à l'entrée du golfe d'Ajaccio, le phare du même nom se justifiera par la réputation de la mer dans ces parages. Sur la côte d'Azur, les phares n'ont pas ce caractère dramatique qui leur est attribué sur des rives moins heureuses. Voici le phare de Villefranche et son jardin, cadeau sarde, qui nous est venu avec le comté de Nice. La Garoupe est construite au point haut d'un cap allongé où les beautés de la vue des Alpes rivalisent avec celles de la mer. Antique siège d'un pèlerinage célèbre, Notre-Dame du Bon-Port. Planté au milieu d'un massif de mimosas, Valoris est un feu secondaire, feu d'horizon dont le rôle est de marquer les passes du golfe Juan. Camara, au milieu d'une forêt de chênes-lièges, est à 130 mètres au-dessus de la mer, altitude record en France, qui lui vaut un panorama et une portée remarquables. Faramond, sur la côte basse de Camargue. La tour doit aussi se voir de loin dans les matinées laiteuses des jours chauds d'été. Suivant l'heure et l'état du ciel, ce sont les bandes blanches ou noires qui accrochent davantage le regard. Sur le musoir de la jetée du Gros du Roi, où défila la flotte de Saint-Louis, le feu fonctionne modestement sans gardien. Le phare de la jetée de Sète est doublé d'un radiophare qui jalonne l'intervalle entre la frontière espagnole et Marseille. Le phare de la Nouvelle porte, comme Faramond, des bandes qui aident à le percevoir. L'entrée tortueuse de Port-Vendre appelle un balisage des saillants de la côte Vermeille. C'est au cap Béard qu'est l'atterrissage de Port-Vendre. Son phare a dû être abaissé il y a un tiers de siècle, les nuages s'accrochant au sommet du contrefort des Pyrénées et réduisant sa portée. La tour de granit et de marbre rouge porte une optique à 3 panneaux et lance 3 éclats groupés. La Coubre est l'un des 6 phares les plus importants de France, puisqu'il marque au nord l'entrée de la Gironde. Il remplace, depuis 1905, un ancien phare qui a dû être abandonné, car sur ce point, la côte recule peu à peu devant la mer. Le ravitaillement de Cordouan, placé sur un haut fond au milieu des passes de la Gironde, ne peut avoir lieu qu'aux plus basses marées. Le baliseur s'arrête à 3 km. Une vedette s'avance plus avant, jusqu'à 300 mètres, et détache à son tour une plus petite embarcation. La tour actuelle a remplacé un des plus anciens vestiges des premiers éclairages des côtes de France. Héritage des siècles classiques, elle tranche par ses formes sur celles du 19e. À la pointe dénudée de l'île de Ré, le phare des Baleines dresse, à travers un épais bosquet, sa tour octogonale de 50 mètres. Son éclairage a été simplifié et renforcé tout à la fois, depuis 1928, par la substitution à l'arc électrique de lampes à incandescence. Falaises à pic, rochers à fleur d'eau, au fond, chaussées, écueils, récifs, brisons. Entre mille, le navigateur reconnaît cette côte et la redoute. Vieille terre granitique, déchiquetée par l'océan depuis les premiers âges du monde. Terre celtique, pays des druides, Armor. Terre chrétienne aussi, royaume de Bretagne,
où, depuis les chevaliers de la table ronde et Anne, duchesse en sabot, les coiffes des femmes n'ont guère changé. Terre de marins, où l'on maudit la mer, mais où on la bénit, où les calvaires semblent des matures. Regardez la mer, Bigouden bretonne. Vous n'avez pas besoin de statistiques pour savoir que sur cette côte du Finistère, la mer est agitée presque toute l'année. Que 2000 heures par an, la brume à Ouessant oblige à naviguer à l'estime. Et que chaque année, l'équinoxe, aux grandes marées, ramène les tempêtes qui durent des semaines d'affilée, avec des lames de 15 mètres de hauteur de la tête au creux. Chacune de ces épaves a une histoire. Ceux qui auraient le droit de la raconter sont ces hommes qui, dès qu'un navire est signalé en perdition ou en détresse, lancent à la mer leurs canots de sauvetage. Mais l'héroïsme n'est qu'une ressource dernière. Il faut combattre les sinistres en les prévenant. Aujourd'hui, la côte des naufrages est devenue la côte des feux. Tout entier tourné vers l'ouest Atlantique, le Finistère est encadré, au nord et au sud, par deux grands phares. Au sud, Eckmühl, avec ses pinceaux tournants et équidistants, dont l'éclat revient toutes les 5 secondes. Au nord, l'île Vierge, lui aussi à éclat régulier chaque 5 secondes. Mais la durée de chaque apparition produite par des pinceaux plus larges est double de celle d'Eckmühl. Le phare de l'île Vierge bat un record de hauteur. Aucun autre phare au monde n'élève à 75 mètres au-dessus du sol son foyer. « 397 marches. La puissance lumineuse d'un feu dépend à la fois de la brillance de la source de lumière et de la surface du système optique. Ici, la source, un gros manchon incandescent à vapeur de pétrole, n'est en somme qu'un immense bec au air. Un phare se met en route en le lançant comme une pendule. C'est d'ailleurs une simple horloge que le mécanisme d'entraînement d'un phare.
gigantesque horloge dont le poids peut se dérouler sur toute la hauteur de la tour avant d'avoir besoin d'être remonté. Il ne faut jamais oublier, quand on parle d'un phare, que la lanterne désigne l'ensemble de la grande cage vitrée au centre de laquelle tourne le système des lentilles, l'optique proprement dite. Ici, l'appareil lenticulaire se compose de deux parties identiques de 2 mètres d'envergure, ajoutant leurs effets. L'optique tourne en flottant sur une cuve à mercure. C'est ce qui donne à la rotation tant d'aisance et tant de douceur à ce tour d'horizon. Entre Eckmühl et la Vierge, la partie centrale du Finistère comprend plus de 60 feux d'importance et de caractéristiques diverses. Les plus importants se répartissent autour de 2 points principaux, Ouessant et Saint. Au centre, Brest, d'où l'on part pour les tournées de ravitaillement et de contrôle. Une tournée dans la partie nord nous amènera d'abord, en traversant le passage du Fromveur, à l'île d'Ouessant. C'est dans la rade de Brest que nous allons trouver, à côté des navires de guerre du grand port militaire, le Georges de Joly, baliseur de 760 tonnes, spécialement conçu et équipé pour cette difficile randonnée. À la sortie même de la rade, le triple feu de Saint-Mathieu, qui commande le Goulet, se dresse curieusement contre une vieille abbaye historique. Ravitaillement en gaz de la tourelle de la Vinotière. Une manche met en communication le réservoir du phare avec celui du baliseur. La technique de ces feux sans gardien est aujourd'hui si perfectionnée que certains peuvent être allumés automatiquement par une valve solaire ou une cellule photoélectrique. Même avant la nuit, par temps de brume par exemple, dès que la lumière ambiante baisse au-dessous d'un certain point, le feu s'allume. Tonnes à la mer. C'est la bouée de Saint-Paul que nous venons de mouiller. Il a suffi de la décaler dans un coup de roulis favorable. Construction d'une tourelle en mer. Œuvre de longue haleine, souvent plus de 7 ans, 29 ans même, car ils sont rares les jours où l'état de la mer permet de travailler. Les premiers mètres sont les plus critiques. Heureux si une nuit de tempête ne détruit pas le travail de toute une saison.
sait même, un peu plus au sud, on vient de planter Nivitic, phare sans gardien, fonctionnant automatiquement à l'électricité. Les câbles qui amènent le courant servent de téléphérique pour les visites de vérification. Enfin, sentinelle avancée de toute cette armée de phares, la bouée de Basse-Calette, le feu le plus à l'ouest devant les côtes de France. Comme aujourd'hui, le Fromveur se repose et s'endort, la tournée d'Ouessant prend une allure de croisière. L'hiver, il faut toute l'expérience du commandant Lanilis, du Georges de Joly, et l'instinct du loup de mer qui devine les roches pour se risquer dans ces parages. Les pierres noires. Pour le profane, un ravitaillement ressemble à un autre. Pourtant, chaque phare demande à être approché sous un angle différent, exige une manœuvre particulière. Ici, on a profité d'un îlot voisin, d'abord plus facile, pour simplifier l'opération. Énorme se brise sur la Jument. Dans ces parages où se heurtent les eaux de la Manche et de l'Atlantique, le voisinage de la fosse d'Ouessant crée des remous sous-marins, partant calme, sans brise, des lames de fond qui secouent les navires. En 1916, un coup de mer ébranla la tour et fit sauter 50 kilos de mercure hors de la cuve. Fissuré, lézardé, le phare dut être évacué tout un hiver. Depuis, on a ceinturé la tour sur 18 mètres de haut d'un véritable corset en ciment armé. De plus, on exécute des forages à 30 mètres de profondeur où se placeront de gigantesques scellements en câble d'acier. La Jument sera rivée au roc. Et voici Ouessant. Ouessant, île des tempêtes, île de l'épouvante, ainsi que la désigne une renommée légendaire. L'hiver, c'est avec peine qu'on assure le débarquement bi-hebdomadaire du courrier et du ravitaillement. Mais par cette claire matinée d'été, le petit port de Longpol est paisible et riant.
Voici les Ouessantines, les filles de la pluie, dont nulle torsade n'emprisonna jamais les cheveux longs. Les boucles brunes des fillettes, comme les mèches blanches des aïeuls, flottent librement au vent du large. Toutes mères, filles, épouses ou veuves de marins. Le Stif, aux deux tours jumelées, protège la côte nord par l'éclat sanglant de son feu rouge. Tout autre est le rôle de Créache, phare de grand atterrissage. Pour un bateau qui vient du large, Créache-Ouessant, c'est l'Europe. Il faut obligatoirement le reconnaître avant d'entrer en Manche. 300 000 grands navires doublent chaque année Ouessant, où se croisent les routes des mers du Nord à l'Atlantique Sud ou à la Méditerranée. Phare le plus important du monde par sa situation, Créache est dès maintenant le plus puissant. Sa puissance va passer de 30 millions de bougies à 500 millions de bougies. La portée atteindra plusieurs centaines de kilomètres pour l'aviateur. Et surtout, dans les plus fortes brumes, elle ne tombera pas, on l'espère, au-dessous de 4 km. Il aura fallu augmenter 15 fois la puissance pour gagner, par brume épaisse, quelques centaines de mètres. Distance critique, car les récifs d'Ouessant se prolongent devant Créache par une chaussée émergente ou sous-marine à 3 km au large. Des pierres noires, nous piquons vers le groupe des phares du Sud, où, de la pointe du Raz à Armen, la Vieille, le feu d'horizon de Tevnek avec un secteur rouge, Saint et son radiophare, jalonnent la dangereuse chaussée de Saint. Curieuse histoire que celle de Tevnek. Sur un îlot relativement vaste, possédant une maison, ce phare semblait particulièrement habitable. Une peur superstitieuse s'empara du gardien. Il entendait dans la nuit des voix lui crier « Kerzuit » en breton « va-t'en », qui n'était autre que le cri d'un certain oiseau de mer. Deux accidents successifs ayant confirmé la mauvaise réputation du phare, ont dû supprimer les gardiens et faire de Tevnek un feu automatique. Face à la pointe du Raz, la Vieille, dont la tour, au pur dessin féodal, fut la première au Finistère qu'on osa construire en pleine mer. Son rocher est d'un accostage terriblement dangereux. Il a fallu construire une longue poutre de débarquement qui permet d'enlever l'homme verticalement au-dessus de la vedette. Les abords de l'île de Saint
délicats même par temps clair, deviennent redoutables avec la brume. Elle vient vite, la brume. Là-haut, dans chaque phare, on se hâte, quelle que soit l'heure, d'allumer le feu. Mais c'est l'oreille maintenant qui préviendra d'abord les marins du danger. Sirènes, canons ou cornes à brume, bouées sonores, dont l'aboiement est produit automatiquement par leur oscillation, retentissent à travers le brouillard. Le phare de Saint possède une centrale électrique qui est une véritable usine. Groupe de secours, accumulateurs, tout est prévu pour que la force soit toujours disponible. Cette force, qui a permis d'électrifier le feu de Saint, actionne le radiophare. Toutes les 6 minutes, une aiguille oscille et, à travers les brumes les plus épaisses, les ondes hertziennes vont porter à tous les navires munis d'un poste récepteur la lettre Z qui leur signale Saint. Dans la salle d'écoute, un tableau représente toute la chaussée. Vision décorative du peintre et regard réaliste de l'objectif. Enfin, le plus célèbre, le plus redouté, Armen, en breton la pierre. Armen, l'enfer des enfers, dont la tour, en 1923, brûla comme une immense cheminée. Le soir tombe. C'est l'heure où le marin de quart, près des côtes, scrute l'horizon d'un œil plus soutenu. C'est l'heure où là-haut, les hommes du feu accomplissent les mêmes gestes rituels. Un à un, se répondant dans la nuit, les phares de France s'allument. À terre, les épouses des gardiens se sentent rassurées, car ce petit éclat leur dit que là-bas, tout va bien. Alors, devant le prestigieux carrousel des lentilles, commence la longue veille, la veille du feu. Ce feu que l'homme, par la main de Prométhée, déroba aux dieux, et dont son génie, aujourd'hui, illumine les mers.